Bonjour à tous, merci d'être fidèles à VIP, bienvenue sur le plateau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une journaliste politique, grand reporter. Elle a été rédactrice en chef adjointe sur TF1 avant d'être contrainte de renoncer à sa carrière, c'était en janvier 2013, pour s'occuper de sa maman atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle vient nous en parler aujourd'hui. J'aurai également le plaisir de recevoir un pianiste qui joue à la perfection et qui s'est beaucoup intéressé à l'œuvre de Franz Liszt. Il s'agit de Nicolas Horvat. On commence avec vous, Geneviève de Cazaux. Bonjour. Bonjour. Votre livre « Elle rit dans la nuit » vient de paraître aux éditions Anne Carrière. C'est un témoignage, je le disais à l'instant, sur la perte des capacités d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, en l'occurrence votre maman. Voilà. En fait, j'ai voulu raconter cette histoire d'amour entre ma mère et moi qui finalement est issue de sa maladie. C'est lorsque j'ai accepté qu'elle soit malade, eh bien nos relations ont totalement changé. Autant, finalement, à l'adolescence, elle était assez dure avec moi, parce qu'elle voulait toujours que ses filles soient parfaites, qu'elles sachent, qu'elles étudient, qu'elles soient aussi des femmes d'intérieur parfaites, des cuisinières et tout ça. Et finalement, lorsqu'elle a été malade, eh bien, on a pu rentrer dans une complicité que nous n'avions jamais connue. Est-ce que c'est difficile, quand on voit sa maman, perdre la mémoire et parfois presque même oublier le prénom de ses enfants? Alors, pour moi, ça n'est pas difficile. Pour mes frères et sœurs, oui, c'est très cruel. Non, pour moi, c'est pas difficile parce que je me suis rendu compte que si on lui donne des petits rendez-vous, par exemple, elle sait que je vais téléphoner tous les jours à peu près telle heure. Donc, elle m'attend d'une certaine façon. Et je me suis rendu compte, avec l'expérience, que plus elle m'attendait, plus elle était contente et plus elle me reconnaissait. Et donc il y a ce phénomène à la fois de la reconnaissance gratitude et de la reconnaissance tout court, c'est-à-dire qu'elle reconnaît ma voix et elle sait que c'est moi. Ça, c'est formidable. Vous racontez, et c'est très émouvant d'ailleurs, que vous avez beaucoup cherché à encourager, à favoriser son autonomie en l'entraînant sur ce terrain-là, avec succès? Oui, en fait, tout le travail, c'est de faire une rééducation. Parce que la maladie d'Alzheimer, c'est pas uniquement la mémoire, c'est aussi, bien sûr, la perte d'autonomie, c'est le cerveau qui commande plus au pied d'avancer. Il faisait d'ailleurs un certain nombre de chutes au début. Racontez-nous un petit peu comment ça a commencé, comment vous vous en êtes rendu compte? Alors, bon, ça commence, on ne sait pas très bien. Ce que je raconte, c'est que ma mère a toujours été une nature assez prime sautière, mais très gaie, mais en même temps un peu spéciale, un peu originale. Et puis, après la mort de mon père, il y a une trentaine d'années, eh bien, elle devient ce que disent les psychiatres, enfin ce qu'appellent les psychiatres dans leur jargon, elle devient borderline. Et là, elle commence à faire des tas de bêtises, si vous voulez, auxquelles d'autres personnes sont confrontées, d'autres enfants. C'est-à-dire que finalement, elle va ne pas savoir ce qu'elle fait des choses, ou elle va se plaindre d'être persécutée, avoir ce sentiment de persécution. Elle ne fait pas confiance à ses enfants. Et puis, elle va faire des dépenses inconsidérées, elle vend des meubles, des livres, enfin un petit peu tout. Donc on commence à s'inquiéter. Et bien sûr, on se demande ce qu'il faut faire. Et elle-même va consulter. Elle-même se sent certainement très inquiète. Et elle va consulter à plusieurs reprises. Et puis, je raconte dans le livre cette période en 95 où on est en pleine campagne électorale des présidentielles entre Chirac, Balladur. Et bon, bien sûr, pour un journaliste politique, c'est vraiment pas le moment d'avoir sa mère à l'hôpital. Et elle me dit, bon, ben ça y est, je me fais hospitaliser parce que mon médecin me dit qu'il faut que je fasse des examens. Et finalement, de ces examens, on ne sait pas très bien ce qu'il en sort parce que finalement, moi, je n'y vais pas, c'est ma sœur qui s'en occupe. Mais on ne sait pas, on ne nous dit jamais ce qui se passe. Et puis finalement, c'est dans les années 2000 où je la prends chez moi à Paris. Et là, je me rends compte qu'elle est complètement perdue. Elle ne sait même pas ouvrir la porte d'entrée. Elle perd les clés, d'ailleurs.
Oui, elle perd les clés. Enfin, bon, déjà, longtemps avant, elle perd des clés. Puis elle est perdue, elle s'assied sur une marche, elle ne sait pas ouvrir la porte. Et puis, elle ne sait même pas se préparer son déjeuner que j'ai laissé dans le réfrigérateur. Donc, elle ne sait plus faire tout ça. Donc, moi, je l'amène consulter, on lui fait faire bon, un IRM. Et puis, on essaie bon, peut-être de trouver une solution, la maison de retraite. Mais là, elle est très, très angoissée. Et finalement, bon, je décide de la ramener chez elle. Et où finalement, elle se sent bien. Finalement, elle se sent bien chez elle. Alors, effectivement, vous avez renoncé à la maison de retraite où vous avez le sentiment qu'elle n'était pas très très heureuse, qu'on ne s'occupait pas bien d'elle, pour plutôt favoriser son épanouissement à domicile. Finalement, vous ne regrettez pas? Non, je ne le regrette pas du tout. C'est vrai que c'est un sacrifice. C'est une décision qui est vraiment une décision folle, hein, et que peut-être qui est pas très réaliste et que tout le monde ne peut pas faire. Moi, il se trouve que je trouvais qu'elle dépérissait. Et donc, il m'a semblé que c'était mieux pour elle, parce qu'elle était trop sensible pour rester là. Et en plus, c'est une personne qui a toujours été prise de liberté. Donc, être dans une maison où on avait peur qu'elle fugue, où elle ne pouvait même pas traverser la rue pour aller à l'église en face, alors qu'elle est très croyante. Donc, ça, pour elle, c'était terrible. Mais ça suppose toute une logistique avec des personnes présentes pour l'aider, pour la soutenir, pour l'accompagner. Alors ça, c'est très compliqué parce que pour le moment, c'est en train de se mettre en place. Mais il y a encore 10 ans, c'était quelque chose qui n'existait pas beaucoup. Il y avait bien sûr, nous on est en milieu rural en plus, donc il y a bien sûr des associations, mais ces associations ne s'occupent pas de maintien à domicile. Elles viennent juste faire les toilettes ou elles viennent ponctuellement. Donc il faut se débrouiller tout seul. Soit vous passez, bon par exemple en région parisienne, évidemment vous trouvez des associations qui font ce genre de choses et ça vous coûte une fortune. Et on arrive très très vite, par exemple, avec le coût du travail, avec les heures de présence, les heures travaillées, les heures effets. Enfin, c'est un système qui est très complexe et on arrive très vite au bout du quota. Donc il s'est trouvé que j'ai été, moi finalement, contrainte de me poser la question, enfin, mais comment je vais faire? Et contraint voilà. Vous-même de l'aider, de l'aider. Voilà, moi-même de l'aider. Vous racontez que votre expérience d'hospitalière à Lourdes, d'ailleurs, vous a peut-être facilité la tâche dans une certaine mesure. Voilà, en fait, c'est vrai que j'ai, depuis fort longtemps, je vais à Lourdes et donc je suis dans une hospitalité, enfin, de Malte, de l'ordre de Malte. Et je suis beaucoup allée à Lourdes, je me suis beaucoup occupée de malades, j'ai fait beaucoup de secourisme. Et finalement, je pense que ça m'a aidée. D'abord, pour accepter sa maladie. Ça m'a beaucoup aidé. D'abord parce que quand on était enfant, ma mère tenait absolument à ce qu'on ait un regard affectueux sur les personnes handicapées. Elle y tenait absolument et peut-être que ça m'a formée. En plus, bon, je suis beaucoup allée dans le tiers-monde et j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de solidarité, à la fois enfin, entre les générations. Par exemple, dans le tiers-monde, il y a plus de dureté d'une certaine façon, mais aussi il y a beaucoup plus de respect pour les personnes âgées. Je vous propose qu'on regarde à l'écran quelques photos de votre maman, qui est une très jolie femme. Vous reconnaissez que vous vous sentez vous-même un peu redevable vis-à-vis de votre maman dans les moments où vous avez été malade, elle vous a beaucoup soutenu. Finalement, il est beaucoup question de solidarité et d'entraide dans votre famille. Voilà, c'est bon, c'est normal en fait. Ma mère nous a élevés dans la foi depuis qu'on est tout petit. Elle nous a vraiment formés, éduqués. Bien sûr, bon, on est toujours un peu rebelle quand il s'agit de faire la prière en famille, hein, toujours un peu énervant, il y a toujours un peu des fous rires, des crispations. Mais finalement, elle a bien planté les racines et elle a la chance d'avoir des enfants qui sont tous croyants, finalement, et tous
tous pratiquants et qui vivent leur foi, bon, différemment, mais qui vivent leur foi au quotidien. Et finalement, ça, elle a bien réussi. Hein, en faire ce passer sens. les messages. Vous avez été élevée chez les dominicaines, Voilà, j'ai été élevée chez les dominicaines à Toulouse, que je remercie absolument tous les jours, parce qu'elles m'ont donné une méthode de travail, une liberté de penser, qu'elles m'ont appris la Bible. Et elles nous ont appris aussi à rire et puis à être impertinents. Ce qui est parfois dangereux, mais bon, on est impertinent et ça, c'est aussi très bien. Vous parliez tout à l'heure du concept de charité que vous avez inculqué votre maman, de ce regard très altruiste sur les autres, le fait de ne pas se moquer d'enfants handicapés, de malades, de personnes différentes. Est-ce que vous avez le sentiment que cette bienveillance, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, c'est une dimension qui manque aujourd'hui ? Oui, certainement, certainement. Déjà, peut-être en famille, mais dans le monde du travail, il n'y a pas forcément cette bienveillance, puisqu'il y a énormément de compétition. Donc, on n'essaie pas forcément de faire grimper l'autre, de le faire progresser. Et ça, c'est sûr que ça manque énormément dans notre société moderne. On nous parle beaucoup de solidarité avec les jeunes défavorisés, mais en fait, bon, ça n'existe pas. C'est un petit peu chacun pour soi. Et ça, c'est dommage parce que même moi, quand j'ai commencé dans ce métier de journaliste, il y avait quand même moi j'ai travaillé avec des pointures, hein, des gens comme Jean-Marie Cavada, énormément de personnes qui, même Léon Zitrone, enfin c'est des personnes qui quand même essayaient de faire grimper les jeunes, et ça c'était tout à fait merveilleux. Bon, ça n'existe plus maintenant. Aujourd'hui, en France, il y a 860 000 personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. C'est beaucoup. Est-ce que vous avez le sentiment que cette maladie elle est suffisamment prise en considération par les pouvoirs publics ? Alors, pour moi, c'est vraiment un problème de santé publique, non seulement en France, mais en Europe, parce qu'on dit qu'en Europe, il y aurait 6 millions de personnes atteintes de cette maladie. Or, bien sûr, beaucoup de progrès sont faits malgré tout, mais sur le fait, par exemple, le maintien à domicile, on en est encore au balbutiement. On ne sait pas encore comment traiter un malade. Pour moi, l'esprit est toujours là. Et bon, la mémoire, c'est très difficile de savoir si la mémoire est partie ou si elle est toujours là. Par exemple, l'autre jour, je commence Maître Corbeau sur un arbre perché, et ma mère a commencé à réciter toute cette fable. Bon, de temps en temps, je lui posais quelques jalons, mais elle a très bien su. Et vous voyez, je pense malgré tout que l'esprit est toujours présent. Et moi, je pars aussi de ce postulat. Il faut dire, bon, bien sûr, il y a ça, mais il y a autre chose que la mémoire. Il y a le fait qu'il y a la gorge qui se paralyse, il y a des fausses routes, le fait que, évidemment, on parle beaucoup moins facilement. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a des orthophonistes, on fait faire du tai chi chuan, mais malgré tout, on n'explique pas forcément aux personnes, aux auxiliaires de vie ou aux personnes, au personnel hospitalier, qu'il faut être très doux. Par exemple, il y a des gestes brusques qui font qu'il y a un recul de cette personne malade et un affolement. Et c'est simplement avec l'expérience et puis l'affection, l'amour filial peut-être que je suis arrivée à comprendre ça. On sent au fil des lignes que vous avez voulu positiver plutôt que de sombrer dans le pathos. D'ailleurs, le livre s'appelle « Elle rit dans la nuit ». Expliquez-nous ce titre. Alors, je vous ai dit, ma mère était très gaie, hein, elle est très primesautière, elle aime beaucoup rire. Et encore maintenant, souvent, elle a un déclic, on dit quelque chose et puis hop, elle comprend au quart de tour. C'est curieux, non ?
Et là, elle éclate de rire. Alors, c'est joyeux. Et je dis dans le livre, d'ailleurs, elle a maintenant ce sourire qui est édenté. Bon, ça fait à la fois très plaisir, mais bon, c'est vrai que c'est le fait qu'elle ait plus toutes ses dents, elle est moins jolie. Enfin bon, mais tant pis, c'est comme ça. C'est la vieillesse et elle a quand même gardé ce regard merveilleux. Et on éclate de rire. Et ça fait du bien, si vous voulez. Ça fait vraiment du bien. Et là, il y a une connivence vraiment incroyable. Et de temps en temps, on lui raconte des histoires, mais elle se tord de rire. La maladie, elle est difficile à vivre, bien évidemment, pour les malades, comme pour tous les malades atteints de maladies chroniques, mais elle est très difficile à vivre aussi pour les aidants. Ce qu'on appelle les aidants, c'est-à-dire tous les proches qui entourent les malades. Est-ce que finalement, dans ce livre, vous avez voulu encourager tous ceux et celles qui accompagnent les malades en envoyant ce message d'espoir? Parce qu'il y a un peu de ça, il y a un peu ce message d'espoir dans votre livre. Ah oui, bien sûr, parce qu'on dit beaucoup le fardeau des aidants familiaux. Puis moi, j'ai reçu une lettre d'un monsieur tout à fait poignant. On entend des personnes qui disent « mais moi, je n'en peux plus ». Et peut-être que justement avec ce rire, avec cette façon de prendre les choses en contrepoint, peut-être que c'est aussi une façon de dire eh bien, tant pis, zut à la maladie. Enfin, et d'ailleurs, ma mère, quand on lui dit bonjour madame, ça va, elle n'aime pas du tout qu'on lui dise ça. Et puis, elle chante tout va très bien madame la marquise. Et puis, c'est devenu une sorte de gimmick, en fait. Alors, elle chante tout va très bien madame la marquise, mais elle récite aussi le chapelet, le Magnificat. Est-ce que vous avez le sentiment que la spiritualité de cette femme, hein, qui est très forte, elle vous a donné une éducation quand même très religieuse, est-ce que cette spiritualité, ça lui a permis de se maintenir en éveil, à votre avis? Ah bien sûr, écoutez, mon frère lui a offert une télévision grand écran avec un satellite qui lui a permis de recevoir KTO. Et alors, bon, elle a été évidemment KTO, mais aussi Patrick Sébastien, enfin, bon, elle a été totalement émerveillée. Et elle récite le chapelet tous les jours, en suivant votre chaîne, elle suit les vêpres. Et ce qui est très inouï, c'est qu'elle se souvient de son latin, parce qu'en plus, elle était très, très, très forte en latin, mais elle se souvient de tous les répons. Et elle se souvient, elle chante le Magnificat. Alors évidemment, elle a plus la voix qui sort très bien, puisque cette maladie bloque les cordes vocales. Alors de temps en temps, elle essaie de s'éclaircir la voix, mais elle chante. Et ça, si vous voulez, ça émeut tout le monde, même ces aides qui ne sont pas forcément croyantes. Mais toutes ces aides ont respecté ses croyances et lui ont toujours mis le chapelet tous les jours à 3h30, soit sur France Culture, soit sur KTO. Et ça, je trouve ça merveilleux. On sent beaucoup d'émotion dans la façon dont vous en parlez, et c'est une émotion qui transpire au fil des lignes. Et vous êtes très, très sincère dans le livre, vous écrivez, hein, vous avez 4 frères et sœurs, vous avouez que pour des enfants, je vous cite, la tentation est grande de baisser les bras et de laisser leurs parents s'enliser. Hein. Donc je reviens à la situation de ceux qu'on appelle les aidants. Est-ce que vous avez essayé de lutter contre cette tentation de baisser les bras, et est-ce que cette tentation que vous avez ressentie comme vos frères et sœurs, elle a pu vous faire culpabiliser à certains moments? Oui, c'est-à-dire que au départ, où on ne comprend pas très bien, où on voit sa mère tomber, et puis on voit qu'elle n'arrive pas à se laver toute seule. Bon, c'est vrai que c'est un peu... Et puis qu'elle fait... qu'elle n'en fait qu'à sa tête finalement, qu'elle ne fait pas confiance, qu'elle a des comptes absolument tordus. Enfin, ça c'est vraiment très énervant. On a envie de lui dire mais bon, on a envie de dire qu'elle se débrouille. Et puis finalement, moi cette fragilité m'a touchée. Puis le fait aussi qu'elle m'ait soutenue pendant ma maladie, où je sais qu'elle a beaucoup prié pour moi. Bon, elle récite aussi son chapelet tous les jours pour ses enfants. Quelquefois, elle dit « mais je ne sais plus prier », mais en fait, elle prie toute la journée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de touchant. Et on se dit « mais après tout, je ne vais pas la laisser ». Enfin, cette personne, ma mère s'est occupée de moi quand j'étais enfant. Elle s'est levée la nuit. Bon, il n'y a absolument, finalement, aucune raison parce que le monde moderne est comme ça, que je suive le courant. Non, finalement, je suis à contre-courant. Et j'ai envie de dire aux gens, mais vous voyez,
c'est pas un fardeau finalement. Plus on rentre dans cette maladie, dans l'acceptation de cette maladie, et finalement plus il y a de complicité. Et c'est ça que je trouve, et c'est ça finalement peut-être qui me donne la force de le supporter. Vous disiez, elle vous a accompagné quand vous étiez enfant et pendant votre maladie que vous avez évoquée à l'instant et que vous évoquez aussi dans votre livre. Ça a été un soutien important. Est-ce que vous avez envie d'en parler? Ah oui, oui, ça a été un soutien très, 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 très important parce que, bon, si vous voulez, on peut peut-être dire dans notre société actuelle, celui qui n'a pas de cancer lève le doigt. Ouais, c'est une maladie très répandue dont vous avez été victime. Voilà, et donc, finalement, elle priait parce que, bon, elle voulait que je guérisse, et puis elle priait parce qu'elle croit au miracle, et puis elle croit que, voilà, elle croit que de toute façon, ce qu'on demande, on l'obtient, donc frappez, on vous ouvrira. Et d'ailleurs, mes parents nous ont toujours un peu élevés comme ça, tu ne risques qu'une chose, c'est qu'on te dise non. Donc vas-y. Et puis, donc, enfin, l'un et l'autre ils nous ont toujours appris à aller de l'avant. Donc ça c'est extraordinaire. Autant mon père que ma mère étaient des gens très positifs, toujours très très gais, très accueillants. Et ça c'est une force inouïe. Donc je vois pas finalement au nom de quoi je dirais ben maintenant je ne l'aide pas. Alors que finalement, elle m'a tant donné. Et j'en ai énormément de joie. Je dis dans le livre, en fait, une de mes amies me dit c'est comme un nourrisson. Non, c'est pas comme un nourrisson. Je dis c'est comme un adulte à qui il ne reste plus que la capacité d'aimer. Et ça, c'est quand même tout à fait merveilleux d'être, à notre époque, d'être aimé par quelqu'un, même s'il est diminué, je trouve ça extraordinaire. Ça me récompense de tout. Et d'ailleurs, tout le monde le dit. Toutes les personnes, soit son médecin, soit les infirmières, disent mais elle nous dit toujours merci. Alors, ça les touche, forcément. Elle dit des choses très belles. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre qui vous a particulièrement touché, que vous voulez partager? Eh bien, elle leur dit, je vous remercie de me soigner aussi bien. Je sais que je suis très bien soignée. Et oui, elle le sait. Écoutez, elle a une douche tous les jours. Enfin, il n'y a pas beaucoup de vieilles dames qui peuvent avoir une douche tous les jours. Elle mange très bien. Elle a une nourriture tout à fait saine qui lui convient très bien. Donc, elle a une personne avec qui elle peut discuter parfois, elle écoute de la musique le matin ou elle reste dans ses pensées. Enfin bon, vous voyez, elle a beaucoup de liberté aussi. Alors, elle vous a transmis beaucoup de choses. Vous avez aussi évoqué tout à l'heure ce qu'ont pu vous transmettre des personnes qui ont compté pour vous, comme Jean-Marie Cavada ou Léon Zitrone. Quelle est la place de la transmission dans votre vie à vous et ou Patrick Poivre-d'Arvor, ou Yves Morosi, qui était Yves Morosi, une pure merveille. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre également? Et quelle est la place de la transmission? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Eh bien, écoutez, moi, j'ai quelques jeunes confrères que je vois, que je vois de temps en temps, et bon, de TF1, et quand je vois leurs reportages, c'est vrai que ça me fait très plaisir de voir justement leur honnêteté, leur envie d'aller chercher à l'étranger, enfin comment expliquer les choses et ne pas se contenter d'une idée reçue. Alors ça me fait très plaisir parce que je suis très perfectionniste dans mon travail. On a été formés comme ça, hein, quand on est formé par ces grands professionnels qui travaillaient énormément et qui ne se contentaient pas d'improvisation. On est très content de voir qu'il y a quelques journalistes qui ont à la fois la curiosité d'esprit, mais aussi la rigueur. Donc la rigueur de raconter exactement ce qui se passe et pas uniquement de vouloir faire de l'antenne à tout prix et de meubler l'antenne. C'est vrai que avec les chaînes de la TNT, on est parfois obligé de faire des redites et de recommencer. Alors ça, c'est vrai que ça a changé beaucoup le métier. Bon, c'est bien d'être réformé, hein, mais ça change beaucoup le métier.
Alors vous disiez que votre maman a beaucoup prié pendant toute sa vie et surtout pendant la période où vous avez été très malade. Vous, quelle est la place de la prière dans votre vie? Eh bien, moi, c'est une place qui est quotidienne. C'est bien sûr, hein, c'est quelque chose que j'ai appris dans mon enfance et qui me soutient, vraiment, qui me soutient. Et puis, j'ai appris aussi que finalement, on se construisait avec la prière. Et j'ai toujours, bien sûr, j'aime beaucoup Lourdes, je vous l'ai dit, donc j'ai une grande, une grande affection pour Notre-Dame de Lourdes. Et qui me soutient, et c'est souvent, quand on va à Lourdes, où on est là la nuit ou le matin de bonne heure, ou on y va au mois de décembre, et qu'on est devant cette grotte comme ça, avec ce silence, ça c'est quelque chose d'indicible en fait, qui est, on sent vraiment une présence, on sent vraiment, oui, une présence. Je veux pas dire une discussion comme avec Sainte Bernadette, c'est pas ça du tout. Mais on sent cette présence extrêmement forte qui touche tous les gens qui vont à Lourdes, bien sûr. Alors votre maman vous a donné une éducation religieuse, elle vous a aussi donné des cours de piano. Je vous propose que l'on accueille à présent un jeune pianiste pour lequel la prière joue aussi une place très très importante. Il s'agit de Nicolas Horvat. Alors lui, il en a fait le piano son métier, hein, c'est sa vocation. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez étudié la musique à Monaco, vous avez grandi à Monaco. Vous avez remporté à l'unanimité, avec les félicitations du jury, la médaille d'or de piano ainsi que le prix Prince Régnier III. Voilà. Est-ce que vous avez envie de réagir à ce qu'a dit Geneviève Decazaux dans la première partie de l'émission? Alors moi je dois avouer que j'ai été vraiment touché par deux choses en particulier. La première, c'est finalement la réaction qu'on peut avoir vis-à-vis de cette maladie, puisque bon, pour le moment, on peut dire que j'ai la chance que dans ma famille, j'ai aucun de mes proches qui n'a pu souffrir d'un maladie d'Alzheimer. Bon, je ne sais malheureusement pas de ce que ça aura fait l'avenir, mais j'ai beaucoup aimé le zut à la maladie. Et aussi, il y a une autre chose qui m'a beaucoup touché quand je vous ai écouté parler tout à l'heure, c'était parce qu'on se demande toujours comment peuvent réagir les personnes qui ont cette maladie et de savoir qu'elles ont cette énorme capacité d'aimer. Je trouvais ça tellement beau. Et voilà, quand je vous entendais parler, c'est vraiment je trouvais ça tellement plein d'espoir et aussi de voir qu'avec la douceur aussi, de voir comment on pourrait, je parle au conditionnel parce que comme j'ai pas encore j'ai pas eu à affronter ces expériences-là, mais de voir toutes les solutions possibles et de voir comment on peut faire au mieux pour que l'être aimé puisse justement se sentir encore proche de nous et de voir aussi, de savoir tout ce qui peut nous rendre et tout ce qu'on peut continuer à partager avec lui. Et je crois en fait c'est la profondeur de ma mère qui fait que ça transparaît. Et c'est pour ça qu'à son âge, elle a 94 ans, c'est pour ça qu'elle est restée très belle, parce qu'elle a cette profondeur. Bon, on dit quand on est jeune, on a la beauté du diable, et puis après, on a la beauté de l'intérieur. Et c'est vrai que lorsque on a cette vie intérieure qui a été très riche et remplie aussi d'accueil de l'autre, eh bien, finalement, ça reste. C'est quelque chose. Je pense que c'est pas parce qu'il y a une maladie et qu'on oublie que la personne n'est plus rien.
Vous voyez, la personne humaine est là encore dans tout ce qu'elle est. Enfin, Alors vous, Nicolas Horvath, d'amour, d'espoir, de vie intérieure, il en est beaucoup question dans votre œuvre. Dès l'âge de 16 ans, vous avez été remarqué par Laurence Foster qui vous a obtenu une bourse de la Fondation Princesse Grace, ce qui vous a permis d'aller étudier aux États-Unis pendant 9 mois au Festival de musique d'Aspen. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience? Disons, je peux véritablement dire qu'il y a eu un avant et un après Foster et aussi Aspen, puisque jusqu'à ce moment-là, vu que ma famille ne sont absolument pas musiciens, à part un grand-père assez éloigné, donc j'ai pas eu la chance de connaître puisqu'il n'était plus là quand je suis venu au monde. Donc dans ma famille, ils n'étaient absolument pas musiciens. Et donc la musique était un hobby. J'avais cette chance que tout se passait toujours bien, que je réussissais mes examens, mais c'était pour moi, la musique avait cette vocation cathartique. C'était mon moyen de communication et je le voyais simplement comme tel. Je faisais mon piano, mes gammes, mes morceaux, mes nocturnes de Chopin, puisqu'à l'époque j'étais un grand admirateur de Chopin dans ces années-là. Oui, je comprends. Et donc c'était vraiment ça. Et après, en allant à Aspen, il y avait tellement... Enfin, il faut bien s'imaginer que j'étais dans une toute petite ville, parce que bon, c'est vrai quand on parle de Monaco, on imagine un petit peu le côté paillette, mais il y a une vingtaine d'années, Monaco, c'est quand même une toute petite ville. Musicalement, on a quand même la chance d'avoir de grands festivals, mais bon, c'était quand même une petite école. Oui, enfin, il faut un mécénat extraordinaire. Oui, on a vraiment, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Et d'ailleurs, de par la Fondation Princesse Grace, et j'ai pu voir ce qui se passait ailleurs. Et j'ai vraiment eu le goût de la musique. Et à mon retour, je me suis dit, je veux être pianiste. J'ai eu cette vocation. Alors vous êtes revenu à Paris, vous avez étudié à l'École normale de musique de Paris, donc vous êtes sorti diplômé à 26 ans. Entre 30 et 32 ans, vous avez remporté pas moins de 11 concours internationaux. Comment est-ce que vous avez géré ce succès immédiat? Le succès n'a pas été si immédiat. Pendant un bon moment, comment je pourrais dire, je ne savais pas véritablement ce que je voulais être. Parce que c'est vrai que quand on a un certain âge, quand on dépasse les 25 ans, dans la musique classique, on est un petit peu considéré comme une personne un petit peu âgée. On n'est plus dans la catégorie des jeunes. Donc, on doit être dans une autre catégorie. Et j'ai eu une petite période de stagnation où vraiment je me posais des questions sur moi-même, sur ma foi, sur mon métier, sur ce que j'allais devenir. Et j'avais quand même toujours une personne, enfin non, 2 personnes, mais une qui le montrait plus que l'autre, et dont j'étais véritablement très proche, qui était ma grand-mère, qui priait beaucoup pour moi. Quand j'étais enfant, on allait souvent à l'église ensemble. Et à l'âge de 30 ans, malheureusement, elle est partie, et ça a été un tel choc pour moi que, en fait, parce qu'elle c'était véritablement une force de la nature, ma grand-mère. Et quand elle est partie, j'ai vraiment ressenti une transmission de sa force et ça m'a véritablement remis sur les rails. Et pour surmonter mon chagrin, je me suis inscrit à un concours international qui était le concours Scriabine. Je m'étais inscrit 10 jours avant le concours. C'était pas ce qu'il faut conseiller en général. Et donc du coup, j'y suis allé. Simplement pour... C'est la dernière chance, vous êtes dit. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Je me suis dit, bon, ben voilà, c'est pour ne pas penser à mon chagrin. Et j'ai eu un premier prix. Après, du coup, on m'a invité au concours d'Osaka, où j'ai eu aussi un prix du meilleur pianiste étranger. Après le concours Luigi Nono. Et comme ça, pendant 2 ans, j'ai enchaîné les concours internationaux. J'ai pu rencontrer de très grands maîtres, comme Philippe Entremont, Oksana Jablonskaya, Eric Heitzig, et donc du coup, ça a développé mon pianisme. Tout s'est très bien enchaîné. Est-ce que vous croyez au hasard? Non, absolument pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tout fait. Parce que c'est vrai que bon, ça a été un choix éditorialiste, au niveau du label, on a eu beaucoup de discussions. Et je voulais véritablement remercier le Seigneur de m'avoir permis de faire ce que j'aime, et de m'avoir donné tous ces signes et aussi toutes ces opportunités, d'avoir pu rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Parce qu'il n'y a pas eu que Foster, il y a aussi, vers l'âge de 25 ans, où véritablement, quand je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire, j'ai pu rencontrer Bruno Léonard de Gelbert. Après les concours internationaux, d'autres grands maîtres. Et donc j'ai voulu que, pour remercier, que cette œuvre
soit un hommage au Seigneur qui m'a véritablement tout donné. Alors cette œuvre, hein, c'est Christus. Vous venez donc de sortir votre premier album, hein, qui s'intitule Christus, qui est dédié à France Liszt. On va écouter un premier extrait qui est en fait l'introduction de cet album pour plonger véritablement dans votre univers. C'est donc un oratorio de Franz Liszt entièrement consacré à la vie du Christ. Pourquoi ce choix? Le choix s'est fait par hasard pour Christus parce que, comme on peut le lire dans le livret, c'est la première fois qu'on réunit sur un même CD l'ensemble des mouvements que Liszt a transcrits de son oratorio. À la base, le premier projet donc de ce premier album, c'était centré sur la musique religieuse de Franz Liszt, parce que c'est malheureusement une partie de sa carrière qui est assez grande, compositionnelle, qui dure à peu près une quinzaine d'années, qui est très peu explorée. Et on connaît très peu Christus, oui, non vraiment, c'est une œuvre finalement qui est assez peu jouée ou bien malheureusement, elle est peu jouée à cause de ses dimensions, puisque on a besoin pour véritablement jouer. Bon, là, c'est une découverte pour le piano, mais pour jouer la version orchestrale, la version que la version qui est connue, plutôt, je devrais dire, on a besoin d'un grand orchestre romantique, ça a besoin d'un grand chœur, un chœur d'enfant, et aussi des solistes, un orgue, et aussi un harmonium, qui est une version un petit peu plus légère de l'orgue. Et l'œuvre dure à peu près 3 heures. Donc, c'est à l'heure actuelle, comme vous le savez, le concert classique, si on dépasse 1h20, 1h30, le public commence un petit peu à s'ennuyer et on nous demande toujours de respecter un petit peu ces choses-là. Et donc c'est une œuvre qui est tellement grande que malheureusement, et puis qui malheureusement, il faut dire les choses telles quelles, cette œuvre à produire coûte très cher, donc ça limite son développement et puis le fait qu'elle puisse être jouée assez souvent. On connaît peu le parcours de Franz Liszt, qui était un personnage très spirituel, qui a passé 5 années dans un monastère à Rome, après avoir perdu 2 de ses enfants. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu son parcours d'une part, mais aussi la façon dont ce parcours vous a inspiré? Je me suis toujours senti proche de Franz Liszt pour une raison assez simple, c'est que du côté de mon père, on est hongrois, d'où ce nom un petit peu exotique. Et adolescent, ce qui me plaisait un petit peu comme tout le monde chez Liszt, c'était le côté un petit peu, on parlait tout à l'heure d'enfant du siècle, c'est vraiment l'homme qui a véritablement, je ne dirais pas tout connu, mais qui a essayé de connaître le maximum pour développer son langage musical. Il allait même à la salpêtrière pour voir la réaction que pouvaient avoir les malades par rapport à la musique, pour pouvoir véritablement pénétrer au plus profond de l'âme humaine. Et au niveau des compositions, il a tellement tout fait, il a tout parcouru, il a essayé de voir le maximum de choses. Ça, c'est un petit peu le Liszt qu'on connaît. C'est le Liszt entre 20 et 35 ans. Après, il y a eu la période de Weimar, où il a commencé à essayer de se poser, à être beaucoup moins dans les tournées, dans les concerts de piano. D'ailleurs, il arrête sa carrière pianistique. Il se consacre uniquement à la composition et aussi aux masterclass. Donc, il donnait des cours de piano gratuitement à toutes les personnes,
aux personnes qui allaient En le fait, voir. vous aimez la difficulté. Vous connaissez bien Franz Liszt aussi, vous vous êtes intéressé à son... Oui, mais je ne connais pas du tout Christus. Alors vraiment, ça me, je suis très très intéressée, mais surtout on partage aussi beaucoup d'affection, enfin pour certains auteurs, voilà. Oui. Pour mieux connaître Christus, je propose qu'on écoute un autre extrait. Vous nous disiez tout à l'heure, Geneviève, que votre maman croyait au miracle. Alors on va écouter un extrait de cet oratorio qui s'appelle précisément Le miracle. Tout à l'heure, Nicolas a abordé le parcours de la vie de Franz Liszt. Donc, vous disiez qu'après Weimar, il y avait une période au cours de laquelle il s'est retiré dans un monastère et que c'est là où il a écrit finalement ses plus belles œuvres, ses œuvres les plus pures. Est-ce que vous avez le sentiment que le fait d'effectuer une retraite, d'être un peu à l'abri du monde, c'est salutaire pour la création? Ça va dépendre des personnalités. Vous avez certaines personnes qui, au contraire, préfèrent être dans le monde et d'autres personnes qui, justement, préfèrent en être retirées. Dans le cas de Franz Liszt, ce qui s'était passé, c'est qu'il a eu tellement de drames personnels et puis, comment je peux dire, au niveau de sa carrière. Il a perdu 2 enfants. Oui, il perdait ses 2 enfants, dont... Enfin, il aimait tous ses enfants, bien sûr. Il avait sa 3e fille, qui est la fameuse Cosima Wagner, qui lui menait vraiment une vie dure. Et à ce moment-là où il était en retraite, ça faisait... Je pense... On n'était pas vers la fin, mais je sais qu'à peu près pendant une dizaine d'années, elle ne répondait plus du tout à ses lettres. Et pour avoir des nouvelles de sa fille, il était obligé d'écrire à sa petite fille. Donc c'est quand même pas très gentil. Après, malheureusement, ses compositions n'étaient pas du tout acceptées, puisque à Weimar, ils avaient fait ce qu'ils appelaient la musique de l'avenir. Et bon, tout ce qu'il faisait était critiqué. Et puis, bon, malheureusement, après, il voulait quand même se marier avec son 2e grand amour, qui était la comtesse Caroline von Wittgenstein, et qui était mariée à, je crois, un prince de Russie. Et elle avait demandé une annulation de mariage puisqu'ils étaient auprès du pape. Et malheureusement, c'était très très politique. Des fois, c'était accepté. Après, c'était refusé. Bref, ça ne s'est pas fait. Qu'est-ce que vous a inspiré, Geneviève Descazeaux, les 2 extraits qu'on a écoutés? Alors, justement, Nicolas, je le regardais et ce que j'aime beaucoup, c'est sa façon de scander, enfin, si je puis dire, avec la tête et d'écouter profondément à la fois ce qu'il joue, mais l'œuvre aussi. Et ce souci de perfection me touche assez. Et donc là, le miracle, vous m'avez raconté, enfin, c'est la tempête apaisée. Oui, voilà, c'est ça. Alors, je trouve ça assez touchant. Enfin, j'aimerais bien que vous fassiez partager à tout le monde ce que vous m'avez dit, parce que tout à l'heure, en coulisses, enfin, c'est très beau. Là, donc, le court extrait que vous avez pu entendre, on est vers la fin de la tempête. C'est-à-dire, on a encore un petit peu les trémolos, donc c'est Liszt petit à petit où on retrouve véritablement, tout à l'heure vous parliez de votre amour du baroque, et comme vous le savez, dans le baroque, on a souvent la tempête, qui revient assez souvent. Donc Liszt a fait très très peu de tempêtes dans ses compositions. On a l'orage, qui est dans les années de pèlerinage. On va avoir les fameuses légendes avec Saint François marchant sur les flots. Et puis on a celle-là, donc qui est la tempête du miracle.
Et là, donc, petit à petit, donc, ça monte. Là, on est arrivé, c'était le climax de la tempête. Et après, vous aviez ces gros accords que peut-être vous avez encore dans l'oreille, un petit peu ces gros accords plaqués. Et à ce moment-là, c'était, comme je vous disais tout à l'heure, c'était les apôtres qui justement demandaient à l'aide au Seigneur. Et, on va dire, après ce dernier accord qu'on entendait, qui était véritablement la fin de l'appel à l'aide, on a une espèce de récitatif à la main droite. C'est-à-dire que vous avez après tout ce déluge de notes qui vont vraiment dans tout le sens. Pour le public, c'est très chouette parce que le public aime bien quand ça bouge en général. Ils se disent qu'il se passe quelque chose. Et après, Liszt, au lieu de terminer la pièce de cette manière-là, on pourrait justement avoir un déluge d'applaudissements, puisque forcément, ça se termine avec plein de choses. Au contraire, vous avez une imitation comme un chant grégorien, simplement la main droite. Vous avez la partie de ténor, justement, où le Christ dit « Jean, peu de foi ». Vous m'avez dit que c'était sur la partition, oui. que Liszt l'avait inscrit sur la partition. Il a écrit en latin, je crois, voilà. les inscriptions en latin. Oui, Alors, voilà. Liszt ne dissociait pas son œuvre de la religion. Est-ce qu'il en est de même pour vous? Absolument. Pour moi, les deux sont vraiment liés. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le fait même que je sois sur ce plateau et surtout que j'ai pu faire ce disque, que j'ai pu rencontrer toutes ces personnes et que j'ai pu faire tous ces concerts, pour moi, ce n'est pas dû au hasard. Et je pense, j'ai toujours en mémoire tout ce que m'a apporté ma grand-mère et toutes ces prières qu'on avait en commun. Et à chaque fois, avant de rentrer sur scène, je m'imagine encore enfant quand nous allions ensemble justement dans différentes paroisses dans lesquelles nous avions l'habitude de prier. Et j'essaie toujours d'avoir un moment de recueillement pour elle et d'essayer d'essayer non puisque je le fais, mais de consacrer, de dédier tous ces concerts que j'ai la chance de pouvoir donner, de pouvoir lui offrir et de savoir que de là où elle est, j'espère qu'elle puisse m'entendre et qu'elle puisse être heureuse du parcours que je commence à avoir. Alors j'espère que de là où elle va entendre le questionnaire inattendu auquel nous allons passer juste à présent. C'est tout de suite après le jingle. Quelle est l'œuvre que vous auriez aimé accomplir? Vous répondez dans l'ordre que vous souhaitez. Écoutez, peut-être le Sphinx. Et vous? À part Christus? L'art de la fugue de Bach. Quelle personne vous admirez et vous auriez aimé rencontrer ou vous aimeriez rencontrer parce qu'il n'est peut-être pas trop tard? Moi, j'ai beaucoup admiré Chirac, que j'ai suivi de longues années. J'ai suivi pendant 9 ans comme maire de Paris et président du RPR. Et moi, je souhaiterais rencontrer le pape François, oui. J'ai rencontré beaucoup de monde. Vous êtes un tout dans ma petit peu carrière. engagé politiquement d'ailleurs par la suite, sous la bannière non plus RPR, parce que voilà, c'est devenu UMP. À ce moment-là, Oui. Oui, c'est-à-dire que Chirac m'avait dit j'ai besoin de femmes. Et donc en 2002, j'avais tenté la bataille des législatives. Bon, j'avais fait pas un mauvais score, mais en même temps, j'ai pas été élue. Hein, donc, vous avez tenté voilà. l'aventure. Et vous, Nicolas, quelle est la personne que vous admirez et que vous aimeriez rencontrer? Moi, je dois aussi avouer pour le pape François, Ouais. j'ai toujours une petite anecdote que je donne à mes élèves pour appeler ça pas de la frustration, mais pas loin. C'est comme je vous avais dit au téléphone, enfant, j'étais souvent, vu que Monaco est un pays catholique, donc on faisait beaucoup de choses pour les enfants. Je faisais partie d'un organisme qui s'appelait Foi Action Rayonnement, où justement on s'occupait d'enfants. Et j'avais été ado, j'étais très frustré puisqu'on faisait souvent les voyages comme ça avec les curés. On visitait le nord de l'Italie, on visitait l'Espagne, on faisait quelques pèlerinages. Et une année, j'ai pas pu faire un voyage à Rome puisque bon, avec la famille, c'était pas toujours possible malheureusement. Et quand mes amis sont donc revenus de Rome, parce que forcément ils ont visité le Saint-Siège,
Et ils avaient eu de la chance d'avoir une messe privée avec Jean-Paul II. Ils étaient comme ça une dizaine uniquement. Je me suis dit. Et donc vous avez beaucoup regretté. Alors, puisque vous avez raté quelque chose. Puisque vous parliez de l'enfance, c'est une parfaite transition pour la question suivante. Que diriez-vous à l'enfant que vous étiez, l'un et l'autre, quand vous aviez 10 ans? Eh bien, je lui dirais, profite bien de ton enfance, parce qu'elle est tout à fait merveilleuse. Et c'est vrai que lorsque nous étions enfants, nous n'avions pas besoin de grand-chose. Et il nous arrivait de passer des après-midi avec mes cousines à ramasser des violettes et des pâquerettes et d'en faire des gros bouquets. Et ça suffisait à notre bonheur. On se faisait des cabanes dans les buissons. Chez mon grand-père, il y avait des bambous et on avait nos cabanes. Enfin bon. Et je dirais oui, profite bien de ton enfance, parce que c'est un atout dans la vie d'avoir une enfance heureuse. Absolument. Et vous, Nicolas Horvat? Malheureusement, un petit peu la même chose. Et surtout, n'hésite pas à dire aux personnes qui sont autour de toi que tu les aimes et combien elles comptent pour toi. Et de ne pas être pudique, et au contraire de leur montrer, parce qu'elles ne seront malheureusement pas toujours là. On parlait tout à l'heure de transmission, Geneviève Descazaux. Qu'est-ce que vous a appris la vie que vous voudriez transmettre? Eh bien... finalement, c'est de rester gai, quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire de continuer à rire, pas uniquement par dérision, mais parce que ça fait du bien, comme disait Rabelais, pour ce que rire est le propre de l'homme. Et que, par exemple, Didier Decoing a écrit un livre que j'ai beaucoup offert, qui s'appelle Jésus, le Dieu qui riait. Et c'est vrai qu'on voit, il y a beaucoup de passages dans l'Évangile qui peuvent être très gais aussi, avec Zachée sur son sycomore. Enfin, donc c'est rester gai et aller de l'avant, parce que finalement c'est... Bon, les choses sont tellement tristes, tellement lugubres. On peut voir des choses tellement. Moi, j'ai vu à l'étranger. Enfin, j'ai vu dans le tiers-monde des choses très très tristes. Des enfants en Haïti qui mouraient de faim. En Inde, des enfants qu'on mutilait parce que plus ils étaient beaux physiquement, plus on les mutilait parce que comme ça ils apitoient le touriste et ils ont plus de pièces. Enfin, j'ai vu le travail des enfants. Dans Slumdog Millionnaire. Voilà, et puis j'ai vu, par exemple, chez Mère Teresa, des choses terribles, des choses très belles et des choses terribles. Et finalement, c'est toujours garder l'espoir que, comme disait mon père, c'est demain il fera jour. Voilà, c'est garder cet espoir-là. Et vous, Nicolas Horvat, qu'est-ce que vous a appris la vie que vous voudriez transmettre à votre tour? Que la vie est belle, et il faut toujours garder espoir et avancer. Alors sur ces paroles très positives, ainsi se conclut cette émission. Merci à tous les deux pour vos témoignages respectifs. Je rappelle votre actualité, Geneviève Descazaux, vous venez de publier Elle rit dans la nuit aux éditions Anne Carrière. Quant à vous, Nicolas Horvat, vous venez de sortir aux éditions Hortus, Christus, voilà, de France Liszt. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.